Lors des émeutes de juin 2023, de nombreux bâtiments publics et mobilier urbain ont été détruits. Nous avons tous été indignés par ces saccages et les avons condamnés avec la plus grande fermeté. Les maires dont les bâtiments publics ont été vandalisés ont considéré qu'une minorité d'individus ne devait pas porter préjudice à l'ensemble de la population. Ils ont donc entrepris au plus vite des travaux pour réparer, pour réouvrir le plus rapidement possible les écoles publiques, les centres sociaux ou même leurs mairies qui ont été saccagées. Les assurances disent désormais ne plus pouvoir prendre en charge ce type de contrat avec les collectivités territoriales et elles répondent de moins en moins aux appels d'offres. Et quand certaines décident finalement de le faire, elles proposent de nouveaux tarifs indécents. Pour les communes, c'est une explosion des cotisations ou de la franchise de leur assurance et certaines même ont vu leur contrat résilié. C'est une très mauvaise nouvelle, j'allais dire une de plus, pour les maires qui doivent déjà faire face à bien d'autres difficultés financières. Elisabeth Borne, alors Première ministre, avait annoncé le 26 octobre qu'une enveloppe de 100 millions d'euros serait débloquée pour aider les villes à se reconstruire, et cela lorsque le reste à charge serait particulièrement conséquent. Mais pour financer ce reste à charge, il fallait procéder à une estimation. Je crois que c'est chose faite depuis la fin de l'année 2023. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande comment cette enveloppe sera mise en place. Où en est-on de ce point de vue? On a très peu d'informations. Quels seront les délais de déblocage des fonds et ses modalités d'accès? Et ces fonds seront-ils suffisants? C'est un sujet que le Sénat prend très au sérieux puisqu'une mission d'information a été créée il y a quelques jours à peine sur les difficultés des collectivités territoriales à s'assurer. Et le Sénat lance aussi une consultation en ligne des élus locaux afin de recueillir leurs témoignages. Après les émeutes de l'été dernier et la répétition des catastrophes naturelles, les communes sont très exposées et attendent des réponses fermes de la part du gouvernement. Je souhaite attirer votre attention sur la situation du service public d'information de France Télévisions. La réforme des journaux télévisés de France 3 à la rentrée 2023, dictée avant tout par des considérations budgétaires, a été dénoncée par les journalistes et les personnels comme insatisfaisante sur le plan éditorial et épuisante pour les personnels. La charge de travail déportée sur les équipes régionales avec des éditions de JT dont la durée s'est allongée du fait de la suppression des journaux nationaux a provoqué les mouvements sociaux de fin 2023. Le service public de proximité, cœur de métier des antennes régionales de France Télévisions, est aujourd'hui menacé par ces conditions de travail, alors même que les téléspectateurs ont longtemps plébiscité l'information locale et régionale au plus près du terrain et à leur écoute et souhaitent la voir perdurer. Ces dernières années, la question s'est toujours posée d'une réforme de l'audiovisuel public afin de faire des économies. Or, on sait pertinemment que les restrictions budgétaires dans le secteur public, quelle que soit la branche, ne se font pas sans impacter la vie quotidienne des personnels et donc la qualité du travail fourni. En l'espèce, il s'agit de l'information et un travail journalistique mené avec rigueur, au plus près du terrain, en particulier dans le contexte socio-culturel actuel, est indispensable. Mais dans ce cas de changement aussi important, il ne peut se faire correctement sans un minimum de concertation et de moyens humains mis en cohérence avec les nouvelles missions. Il me semble donc nécessaire qu'un dialogue soit engagé entre les journalistes, personnels et la direction de France Télévisions afin d'identifier les pistes d'amélioration éditoriale et organisationnelle. Par ailleurs, cette démarche ne pourra se faire sans un état des lieux des moyens humains et financiers nécessaires pour assurer une information de qualité. Je souhaiterais donc savoir dans quelle mesure l'État peut assurer ces perspectives, d'autant que vous avez déclaré sur une radio du service public vouloir faire une nouvelle réforme et la faire vite. Madame la ministre, mais votre réponse ne rassure pas, ni par le regard que vous portez sur la situation dégradée par la précédente réforme, ni par la façon dont vous envisagez d'engager la prochaine. Vous avez déclaré à la une d'un journal ce week-end que le service public doit donner toute sa place à toutes les opinions. Moi, je rajouterais que le service public doit aussi donner toute sa place à tous les territoires. Ma question porte sur la hausse des tarifs de péage d'infrastructures ferroviaires par SNCF Réseau, dont doivent s'acquitter chaque année les régions pour faire rouler les trains TER notamment. Dans le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, ce coût s'élevait à 69 millions d'euros en 2023. En 2024, les montants s'élèveront à 82 millions d'euros. Cette augmentation insuffisamment justifiée par SNCF Réseau a été validée par l'autorité de régulation des transports en février 2023. C'est aujourd'hui cette décision que 7 régions de France, dont la région Nouvelle-Aquitaine, ont décidé de contester devant le Conseil d'État. Lors du vote du budget fin 2023, la possibilité donnée aux régions de lever un versement mobilité additionnel n'a pas été retenue par votre gouvernement alors qu'elle constituait une piste intéressante de financement supplémentaire.
Aujourd'hui, certaines questions méritent d'être soulevées. D'abord, l'enjeu de la transparence, du qui décide quoi. Aujourd'hui, les régions n'ont aucune visibilité sur les montants réinvestis par territoire dans le réseau ferroviaire. Demanderez-vous à SNCF Réseau de leur mettre à disposition cette information. Ensuite, l'enjeu du modèle de transport que nous souhaitons encourager est celui de son financement. Quelles modalités allez-vous mettre en place pour sécuriser le développement de l'offre ferroviaire régionale ? Quelles assurances seront données aux régions quant à l'affectation des recettes issues des péages et perçues par SNCF Réseau ? Le choc d'offre de mobilité est donc percuté par le mur budgétaire. J'ai le sentiment que personnellement, vous souhaiteriez effectivement qu'on aille plus loin pour qu'on puisse trouver des voies de planification financière en parallèle de la planification des programmes pluriannuels d'investissement, parce que c'est ça véritablement le sujet. Monsieur le ministre, n'oubliez pas que sur la ligne Paris-Bordeaux, malgré le succès commercial au niveau des TGV, SNCF perd 80, 60, 70 millions par an. Pourquoi ? Parce que le coût des péages sont beaucoup trop importants. Donc on a un système en France, déséquilibré d'ailleurs, quand vous regardez les grandes lignes, qui pose vraiment question. Or, la problématique, pour terminer, c'est que les collectivités territoriales, les régions, sont également face à un mur budgétaire, avec des taux d'endettement aujourd'hui qui deviennent de plus en plus élevés. Donc, face aux enjeux, comment faire ? Essayons de nous retrouver effectivement sur ce sujet. Dans son rapport du 6 avril 2023, l'ANSES a révélé la présence d'une vaste contamination de l'eau par des résidus de pesticides, avec la présence du chlorothalonil R471811, dont plus d'un prélèvement sur 2. Ce métabolite est directement issu de la dégradation d'un fongicide qui, malgré son interdiction en France depuis 2019, demeure néanmoins présent dans les sols et dans l'eau. Au-dessus de 3 microgrammes par litre, soit le seuil sanitaire, l'eau ne peut plus être bue. Cette valeur fait référence jusqu'à ce que l'ANSES ait terminé la réévaluation de la pertinence de cette molécule et statué sur une valeur sanitaire maximale si nécessaire. Où en est-on, Madame la Ministre ? En Charente, mon département, selon l'ARS, la métabolite précitée a été détectée dans 49 captages sur les 56 testés à ce jour. Dès qu'on le cherche, on le trouve. Ce métabolite est classé cancérogène probable. Aussi, entendez-vous, Madame la Ministre, prendre des mesures d'urgence sanitaire, mais aussi soutenir les collectivités confrontées à la dépollution de l'eau, parce qu'il y a un vrai risque de fracture territoriale de la qualité de l'eau entre des territoires plus ou moins bien dotés pour faire face à ces pollutions. Comment comptez-vous répondre à cette potentielle crise de l'eau ? Alors que l'ensemble des filières agricoles, à la faveur de la crise, demandent la levée massive des interdictions de pesticides, la question de l'eau doit ramener le gouvernement à la raison et privilégier d'abord la santé humaine. Par ailleurs, il est impossible de laisser les collectivités seules face à ce problème de santé publique et environnementale, Madame la Ministre. Ma question porte sur la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre d'autisme, accompagnés par les structures non conventionnées. Faute de place dans les structures publiques, de nombreuses familles se retournent vers des associations et professionnels non conventionnés. Ces associations offrent une prise en charge pluridisciplinaire grâce aux orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, psychologues, et font de fait font faire de grands progrès aux enfants, et les parents sont unanimes sur ce point. Par contre, les frais liés à cette prise en charge sont élevés. Et bien que la CAF aide les familles, le reste à charge est important. Faute de subventions suffisantes par les ARS, certaines associations ont annoncé leur fermeture. C'est le cas en Gironde avec l'association Étape qui sera contrainte de fermer en juillet, laissant 21 enfants et leurs familles sans solution. Éprouvés par un parcours fastidieux, les parents nous ont écrit sous forme d'appel au secours. La politique publique, à nos yeux, doit se donner les moyens d'encourager le travail remarquable de ces associations. Qu'entendez-vous faire d'ici l'été 2024 ? Merci pour vos éléments de réponse qui sont en effet importants, mais vous me parlez de l'école inclusive. Moi, je vous pose la question des structures non conventionnées qui accueillent des enfants qui ne vont pas automatiquement à l'école. Il y a un plan autisme, mais on ne le voit pas déboucher. Je vous rappelle quand même que la liste d'attente dans les établissements médico-sociaux varie aujourd'hui de 2 à 8 ans et 10 ans minimum pour les adultes, le problème que vous avez soulevé. Et une future nouvelle stratégie prête depuis juillet n'est toujours pas
en application. Donc on demande en fait, et les professionnels le demandent comme les parents, un vrai plan de santé publique. Il est indispensable d'aider les structures déjà existantes en priorité pour éviter qu'elles ferment au mois de juillet, comme l'établissement girondin dont je vous ai parlé. Ma question porte sur l'avenir du centre hospitalier du Centre Bretagne qui couvre un bassin de vie de plus de 140 000 habitants classé comme désert médical. Pour illustrer la singularité de ce territoire, nous répétons que le Centre Bretagne est une île verte qui doit donc appeler des moyens spécifiques. Or, c'est l'inverse qui se produit avec une espérance de vie plus faible et des pertes de chance pour les citoyens ruraux. Et nous ne pouvons l'accepter dans notre République garante de l'égalité. Depuis de nombreuses années, le CHCB fait ainsi face à une pénurie de moyens liée notamment à un modèle de financement de l'hôpital public à bout de souffle. Le CHCB a également été l'un des grands oubliés des crédits d'investissement du Ségur, avec seulement 1,5 million d'euros accordés sur les 42 millions demandés. De surcroît, le CHCB rencontre des difficultés majeures en matière de recrutement de personnel soignant, avec des conséquences en chaîne sur la dégradation du fonctionnement des services. Toutes les composantes de l'hôpital sont touchées, de la maternité jusqu'aux EHPAD, en passant par la médecine, la chirurgie et les urgences. Et si son objectif initial pouvait apparaître louable, la loi Rist a amplifié le phénomène en réduisant considérablement le vivier des intérimaires qui représentaient 40% des médecins et jusqu'à 70% aux urgences du CHCB. Le CHCB est aujourd'hui en péril et la mobilisation au plan local général pour garantir la qualité et la continuité du service public de santé en Centre-Bretagne. Et il faut une nouvelle fois souligner l'engagement sans faille et le dévouement incroyable des équipes de direction, des soignants et des praticiens hospitaliers qui portent le CHCB à bout de bras, Madame la Ministre. Au regard de la gravité de la situation, quels moyens humains et financiers spécifiques l'État compte-t-il déployer dans les plus brefs délais pour permettre à chacun de naître, de bien vivre et de bien vieillir en Centre-Bretagne? Merci Madame la Ministre, mais nous ne pouvons pas partager le constat que vous faites très clairement. 40 lits de SMR fermés, 32 lits d'EHPAD fermés, faute de lits disponibles, les urgences qui deviennent un service d'hospitalisation. Vous évoquez l'audit, mais il faut cesser les audits, il faut donner les moyens aux services de bien fonctionner. Au passage, le rapport aurait dû être rendu en janvier 24. Plan blanc aux urgences, il n'y avait pas de SMUR hier soir. Il n'y avait pas de SMUR hier soir, donc il faut des mesures spécifiques et pérennes, revaloriser les praticiens hospitaliers, personnels soignants, travailler avec les médecins militaires. Il y a urgence pour le Centre Bretagne, Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger sur un sujet de préoccupation majeure pour nos collectivités territoriales et plus sensiblement d'ailleurs les villes et les villages. Je veux parler de leur relation avec leur assureur, puisque comme vous le savez, beaucoup de communes ont reçu notamment de leur assureur fin 2023 des lettres leur indiquant dans certains cas la fin du contrat. Je pense notamment dans mon département à la ville de Saint-Clair-sur-Epte puisqu'il y avait eu un sinistre, donc plus de contrat d'assurance. Chacun peut mesurer les conséquences pour retrouver une nouvelle assurance et le coût de cette nouvelle police d'assurance. Et pour d'autres communes, d'autres villages, elles ont reçu des courriers de leur assureur leur indiquant le doublement, le triplement, voire parfois plus, de leur police d'assurance. Chacun connaît ici le rôle à la fois des collectivités, le rôle des élus qui représentent la République, qui, à l'occasion des émeutes urbaines, ont pu aussi parfois être protecteurs de leur hôtel de ville ou d'équipements publics. Donc, ce souci avec les assurances pose problème dans un contexte où, chacun le sait, les budgets des communes sont très très largement impactés et très difficiles à monter pour l'année 2024. Alors, j'ai écrit en fin 2023, bien sûr, au ministre Le Maire pour lui faire part de ce souci sur la question d'assurance. Il m'a répondu. Je peux dire que cela ne me paraissait pas opportun et pas assez rapide dans la mise en place. Et donc, moi, je propose qu'il y ait une logique d'assurance publique pour les collectivités afin qu'elles puissent avoir un assureur qui leur garantisse à la fois une police adéquate, mais également des coûts aussi, j'ai envie de dire, sérieux et acceptables pour les collectivités. Donc, voilà ma question. Soutenez-vous, Madame la Ministre, cette logique d'assurance privée, d'assurance publique, un outil public pour protéger les collectivités et leur permettre d'avoir une assurance? Merci pour votre réponse. D'abord, si j'étais auditionné, je le ferai, je m'y rendrai, j'y répondrai. Je rappelle que j'ai interrogé le médiateur. Ce qu'il répond, c'est que dorénavant, il intervient sur les conflits, les litiges, et non pas justement quand la collectivité n'a pas d'assureur. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, je trouve que tout ce que vous dites est un peu long et un peu compliqué. C'est pour ça que je réaffirme la nécessité d'avoir un pool public d'assurance, parce que je crois que c'est la garantie, effectivement, parce que c'est la responsabilité des élus. Et derrière ça, c'est aussi la vie des Français qui est en impact. Je souhaite vous interroger sur les futures évolutions du statut des chiens de troupeau. En effet, dans le nouveau plan national loup 2024-2029, il est prévu de proposer un nouveau statut pour les chiens de protection qui deviendraient des chiens de travail.
Ce nouveau statut serait également très utile pour les chiens qui protègent contre les attaques d'ours dans les Pyrénées. Ce nouveau statut des chiens de protection est en effet attendu par tous les acteurs du pastoralisme pyrénéen afin de régler les conflits liés à la divagation, aux aboiements des chiens qui impactent fortement la vie des communes concernées. Ce changement de statut pourrait résoudre les difficultés des éleveurs confrontés à la réglementation des chenils et il pourrait également permettre de les rassurer face à la mise en cause croissante de leurs responsabilités lors d'incidents avec les randonneurs dans les estives et au sein même des villages. Madame la ministre, pouvez-vous me confirmer que les chiens de protection imposés dans le plan d'action ours brun sont bien et bien, eux aussi, concernés par ce changement de statut? Et si oui, quel serait le délai pour ce changement très attendu et selon quel véhicule législatif ou réglementaire? Malheureusement, cette évolution n'épuise pas le sujet de la prédation et du désespoir des éleveurs et des bergers qui voient dans les Pyrénées et particulièrement chez moi en Ariège leurs troupeaux décimés par les attaques d'ours. J'espère que le gouvernement se saisira de cette question encore plus qu'avant, car il est question de la vie du pastoralisme. Chaque année, les services d'urgence hospitaliers publics accueillent plus de 20 millions de patients. Les centres 15 régulent pas moins de 36 millions d'appels et les SMUR prennent en charge plus de 760 000 patients, mettant en lumière les défis critiques de la gestion des services d'urgence, avec 80% de ces services faisant face à des difficultés majeures et signalant des lacunes dans le personnel non médical. Le manque de médecins urgentistes a entraîné la fermeture des urgences de nuit, parfois plusieurs jours de suite, ou bien encore le week-end dans mon département de Vaucluse, à Carpentras par exemple, à Cavaillon, Pertuis et peut-être bientôt à Orange. Ceci, Madame la Ministre, n'est qu'une répétition d'un problème observé dans toute la France. Qu'attendons-nous pour agir ? Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour garantir la continuité des soins d'urgence et répondre aux besoins pressants de la population. Le décès récent du jeune Lucas aux urgences d'hier, âgé de 25 ans, ignoré dans le couloir des services des urgences pendant des heures et découvert décédé au milieu des autres patients, en est l'exemple même. De tels drames ne devraient pas se reproduire dans notre pays, longtemps envié pour son avant-gardisme en matière de soins. La vie de nos concitoyens dépend d'une réponse rapide et efficace. La désaffection de l'hôpital public, accentuée par des statuts moins attractifs et des rémunérations peu concurrentielles, complexifie la situation. Des solutions impératives pour garantir un accès ininterrompu aux soins d'urgence est à trouver. Ainsi, je souhaite attirer votre attention, en attendant le redressement de la situation, de la possibilité de mettre en place un mécanisme de réquisition des médecins militaires et éventuellement, s'ils sont disponibles, des médecins pompiers, coordonnés par les ARS pour renforcer les effectifs des services d'urgence en période de carence aiguë en ressources médicales. La mise en place de ce dispositif permettra d'assurer la première urgence, souvent essentielle, afin de limiter les complications médicales et parfois fatales, comme hier, tel que je vous le disais. Je me permets de vous demander donc de m'indiquer comment vous souhaitez mettre en place ce dispositif et dans quel délai.